Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. À présent, nous en sommes au forum d'échange de Ça se discute. Je m'en vais saluer mes invités de ce soir. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir François-Xavier Noumon, bonsoir aux téléspectateurs. Juriste, analyste politique et gérant du cabinet Juriste et Associés. Depuis Paris, Sophonie Jed Kabouré, économiste et directeur général de Think Tank, l'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Et sur ce plateau également, Pachedor Gossou, philosophe politique, enseignant. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir au plateau et à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Sophonie Jed Kabouré, je vais commencer par vous. Évidemment, le premier sujet, nous allons évoquer cette COP qui se tient en ce moment à Dubaï. Bon, une question bateau, hein, la question que tout le monde se pose, est-ce encore une énième fois aux espérances et autres promesses d'engagement? Est-ce qu'on est reparti pour un tour, les promesses habituelles qui ne sont jamais suivies d'effet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très, très rapidement? Oui, alors, effectivement, la COP 28 à Dubaï a démarré depuis le 30 novembre et elle s'est ouverte, elle s'est lancée avec une grosse annonce qui est le fonds perte et dommages. Bon. Ce fonds perte et dommages, au fond, l'idée, c'est de mettre en place un fonds qui puisse permettre aux pays vulnérables à faire face aux conséquences dommageables des catastrophes climatiques. Alors, ce fonds, quand on regarde les premières promesses, en fait, elle s'élève, en tout cas jusqu'à samedi dernier, à 650 millions de dollars. Mais le problème, c'est que c'est encore très loin des 100 milliards de dollars nécessaires pour au fond, accompagner certains pays en développement qui sont, rappelons-le, historiquement les moins responsables du réchauffement climatique. L'autre décision forte de la COP pour l'instant, parce que d'autres annonces seront faites avant la fin, c'est tripler le nucléaire d'ici 2050. Bon, c'est une mesure qui n'est peut-être pas concerne pas directement les pays en développement qui sont les moins dotés en capacité nucléaire. Et puis l'autre annonce, c'est la volonté de tripler les énergies renouvelables d'ici 2030. Il y a aussi le fait que 50 compagnies pétrolières ont également signé un engagement pour réduire leurs émissions de méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre extrêmement important, extrêmement puissant. Donc, ces compagnies pétrolières se sont engagées à réduire leurs émissions de méthane à près de zéro d'ici 2030. À côté de ça, il y a aussi le fait que les Émirats arabes unis veulent investir 30 milliards dans un nouveau fonds pour le climat, mais avec le géant BlackRock, et donc, qui est un fonds d'investissement. Et donc, en fait, on voit quand même qu'il y a une forme de concentration d'annonces. On va voir ce que les prochains jours vont donner. Mais je crois que la question, je ne vais pas éluder le fond de la question, qui est, est-ce que, au fond, on n'assiste pas encore à une espèce de théâtre, quoi, hein, en quelque sorte. Vivons-nous dans une sorte de théâtrocratie? Non, mais je pense que d'abord, c'est important que les pays se réunissent pour tacler ce genre de questions. Mais la structure de la COP en elle-même, effectivement, fait que les espoirs ne sont pas gonflés à leur maximum. Pourquoi? Parce que vous réunissez 200 nations sous l'égide des Nations Unies. Chaque nation prend des engagements qui n'est pas obligé de respecter.
Donc, comme il n'y a pas de coercition et qu'il n'y a pas d'amende et comme il n'y a pas de... voilà, pourquoi? Parce que les pays sont des pays souverains. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Le monde, ce n'est pas un pays, en quelque sorte. Donc, ça fait que la COP a une efficacité tout à fait discutable. Et surtout que le continent africain, dans cette affaire, se retrouve au cœur d'un trilemme, c'est-à-dire l'objectif environnemental, l'objectif social et l'objectif de la croissance économique. Rappelons que de nombreux pays émergents, dont les pays africains, ne peuvent pas prendre en charge les investissements nécessaires à la transition énergétique. Et même quand ils les envisagent, les prix du marché entravent la viabilité des projets, avec des coûts parfois supérieurs à ce que payent les pays riches. Je veux rappeler quelque chose que j'ai déjà rappelé sur vos antennes. Pour produire 1 mégawatt d'électricité à base du fuel, eh ben, le coût de revient, comment dire, tourne autour de 750 000 €, enfin entre 700 et 750 000 €. Mais si vous voulez faire le même mégawatt d'électricité avec une centrale à gaz, ça vous coûte 1 million €, et 2 millions d'euros si vous voulez faire le même mégawatt d'électricité avec du solaire. Alors, effectivement, le prix des panneaux solaires est en diminution dans le temps, mais en attendant, pour l'instant, un mégawatt d'électricité avec le solaire, c'est 2 millions d'euros. Donc, ce qui fait que, au fond, les pays en développement se retrouvent en quelque sorte coincés parce que soit ils n'arrivent pas à faire les investissements nécessaires à la transition énergétique, et là on paie le combat du climat, soit ils ont la volonté de participer aux efforts de préservation des aménagements environnementaux, et là ils se retrouvent en quelque sorte coincés pour des moyens bassement financiers. Donc, à mon avis, là, il faut une synergie globale. Parce que une tonne de CO2, qu'elle soit émise à Dakota ou en Californie, ou qu'elle soit émise dans une ville qu'on appelle Jacotome, c'est la même tonne de impact. Voilà. Donc, et là, la notion de coût d'abattement doit rentrer en jeu. Parce que les pays, quand on prend la France, etc., ou d'autres pays qui développent, mettent des moyens colossaux pour faire, par exemple, la rénovation des bâtiments, je veux dire, le retour sur investissement de ces euros dépensés, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 évitées par ces dépenses est extrêmement inférieur au nombre de tonnes de CO2 qu'aurait permis d'éviter ces montants si ils étaient investis dans les pays émergents. Donc la question du coût d'abattement doit rentrer en jeu. Et ça, c'est le gros point mort, n'est-ce pas, des accords climatiques. Ouais. Ambassadeur Agossou, sur la même question. Vous savez, les COP ont nourri un certain espoir pour la sauvegarde de l'environnement, de l'humanité. Je m'en rappelle quand nous on avait entendu parler de cela, même si on n'était pas férus de l'environnement, on se disait, mais bon, c'est une initiative à saluer parce que les humains, pour une fois, ont à cœur le souci de la belle nature. Mais depuis un certain temps, comme je m'emploie à le dire, je me dis que c'est souvent un rendez-vous raté de sauver encore l'environnement parce que des milliers de kérosène sont brûlés au profit de l'environnement, en griffe, mais en réalité, tel n'est pas le cas. Vous voyez, aujourd'hui, pour moi, la COP est devenue une sorte de ballet ou un concert pour les leaders mondiaux où chacun vient faire son show. Vous voyez, quand un nouveau président d'une puissance ou d'une nation
est élu, ben, il s'encourt d'être présent à la COP qui va suivre pour faire des annonces, prendre des engagements, quitte à être applaudis, et qui sont le lendemain jetés aux oubliettes. Depuis 2 ans après, compte tenu de ces réalités internes, il ne viendra plus. Bon, Joe Biden aujourd'hui en est l'exemple. Donc les engagements pris au COP ne survivent le temps que de la nouvelle. Et comme M. Djed rappelait tout à l'heure, faisait un point à mi-parcours de ce qui se dessine de l'autre côté, on a presque envie d'applaudir. Mais remettons un peu les choses en perspective. Le fonds destiné à la réparation des dommages issus du dérèglement climatique, notamment pour les pays du Sud, ben, c'est les volontaires. Et pour le moment, il a rappelé, nous sommes très loin du compte. Et ces volontaires n'ont fait que des engagements. Les États, pour le moment, n'ont pas encore pris la mesure des choses, ne sont pas au devant. En dehors de ça, on a parlé de la multiplication par 3 des énergies renouvelables, de l'investissement dans les énergies renouvelables. L'Inde et la Chine, en tout cas, à ma connaissance, jusqu'à présent, ne sont pas encore États partis. À quoi ça sert que les petits États s'unissent et que les gros, qui sont les plus pollueurs, qui en réalité pèsent plus dans la balance, restent en retrait? J'estime que ce dont souffre réellement cette conférence, ce n'est pas d'absence d'engagement. Les engagements, nous en avons assez. C'est plutôt de mécanismes de suivi, c'est plutôt de mécanismes de contrainte, c'est plutôt de bilan à mi-parcours, c'est plutôt de coercition. Mais malheureusement, nous n'avons pas un gouvernement mondial pour y arriver. Je dis que le jour où il y aura une catastrophe qui va chambouler ou bouleverser pour moi, les habitudes des grandes nations les plus pollueuses, je crois qu'en ce moment-là, les engagements qui sont en train d'être pris, pour le moment, seront respectés. Tant qu'ils ne souffriront pas, tels que les pays du Sud aujourd'hui en souffrent, des terres très arides, la raréfaction d'eau et pas mal d'autres problèmes. Des inondations partout. Tant que ces puissances-là, qui sont vraiment les puissances à l'avant-garde de la pollution, ne vont pas souffrir et de manière drastique, on ne le souhaite pas, mais tant qu'ils ne seront pas confrontés à ces mêmes réalités que les pays du Sud, malheureusement, la COP restera toujours, malgré nous, une utopie dont les engagements ne seront que éphémères et immédiats. Julio Tometti. La COP, vous le disiez tantôt, que ça devient un ballet. C'est plus qu'un ballet. Nous avons aujourd'hui, pour cette année, entendu les chiffres, c'est près de 80 000 participants, d'accord, pour 200 pays représentés. Nous avons même appris que des États africains, il y en a près de 200 ou 300 membres de délégation. On se demande qu'est-ce qu'on va aller se dire. Est-ce que, pour aller négocier. Qu'est-ce qu'on va aller se négocier à 200, à 300 combien de personnes négocient, combien de personnes sont dans la tribune. En fait, il faut se dire simplement, en fait, la COP se résume à ce que ça a toujours été. En fait, c'est qu'on se réunit, on prend des engagements, deux natures d'engagement. Premier engagement, c'est ça qui intéresse les États africains, d'accord, puisqu'on estime qu'ils sont les plus vulnérables et les moins productifs de trucs là. Donc, des engagements financiers à leur égard, d'accord. Beaucoup de fonds, je vous le disais tantôt, fonds de développement, et ainsi de suite, pour compenser un peu quelque peu. Ensuite, ce sont les engagements en faveur de réduction, en fait, des émissions. Et aujourd'hui, en fait, le débat s'était posé même. Les gens se demandaient, en fait, les défenseurs de l'environnement se demandaient, est-ce qu'il ne faut pas aller à une sortie, est-ce qu'on ne peut pas changer de langage pour aller plutôt à une sortie qu'à une réduction? C'est-à-dire quoi? Parce que tant qu'on parle de réduction, la proportion de la réduction, jusqu'à quel moment on ira à la sortie? Encore que, en fait, les engagements sont en train d'être pris. On dit pour les énergies renouvelables, on doit être prêt. En fait, les sources d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'énergie nucléaire d'ici 2050, on doit pouvoir les tripler. Mais en fait, en termes d'énergie nucléaire, nous savons un peu quels peuvent être les coûts exorbitants. Je ne sais pas si un pays africain est déjà parvenu à mettre en place. En fait, aujourd'hui, peut-être que Bon, il y en a qui l'annoncent à côté de nous. Ok, bon, en fait, mais est-ce que déjà, on n'en a pas? Donc, les engagements restent les engagements et on a l'impression, en fait, que
comme quelqu'un l'a dit, la question climatique est devenue en fait une sorte d'arnaque en fait entre États. D'accord, on en profite pour faire d'autres. Et j'oubliais, on disait même cette année que c'est impensable. Mais en fait, on avait pensé au départ que ça pouvait aider peut-être à aller plus vite parce qu'on dit ceux qui sont en fait producteurs de ces énergies, il faut les mettre au devant de la scène. Le président de la COP, le sultan, comment il s'appelle, Al-Jaber, qui comment dire, en tête d'une compagnie pétro-gazière, d'accord, on se demande en fait naturellement quelles peuvent être les propensions. Quand je parle de la question par exemple de réduction ou de sortie, peut-être Jeff pourra nous en dire davantage, mais on se demande, est-ce qu'il n'y a pas forcément en fait, au-delà de tout ce qu'on dit, une préservation en fait de l'existant qui continue d'être en fait une menace permanente. Est-ce qu'il n'y a pas une propension à pouvoir protéger, à pouvoir préserver, et quitte à ce que en fait ce qui est annoncé, on peut peut-être atteindre ce objectif dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans. Bon, encore que là, on continuera à toujours tourner avec les conséquences désastreuses que cela continue à avoir dans l'environnement d'une certaine façon. Quelqu'un l'a caricaturé la dernière fois pour dire c'est comme vous avez une usine à côté de vous, bien une scierie, d'accord, qui fait beaucoup de poussière et qui rend la maison d'à côté très malade. Et donc, chaque fin d'année, en fait, on vient vous donner des vivres ou bien vous donner un peu de lait pour compenser, en fait, ce qu'on vous fait subir. En fait, c'est exactement à cela que se résument, en fait, les États africains à la participation à cette COP-là. On peut se demander quel est leur véritablement impact ou bien influence dans, en fait, des engagements qui sont pris et dans le suivi des engagements. Non, je pense que pour une COP sérieuse, quelqu'un avait l'habitude de dire, en fait, dans certains domaines, que c'est la messe après messe qui est messe. En fait, la vraie COP, là, c'est après la COP, d'une certaine façon. C'est le respect des engagements qui fera, en fait, que nous pouvons dire que, véritablement, il y a quelque chose de sérieux qui se passe et qui donne de meilleures perspectives en termes climatiques pour les États. Voilà, Sophonie Koboudé, ce que vient d'évoquer Julio Tometti, cette menace en griffe qui pend sur le communiqué final, parce qu'il y a cette question sémantique, mais hautement idéologique et hautement, on va dire, diplomatique et géopolitique, entre le sortir des énergies fossiles ou réduire la consommation des énergies fossiles. On sait, les pays pétroliers ont vite fait de ne pas vouloir de ce mot sortir, et dans le même temps, des pays africains aussi se retrouvent au milieu du gué. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'orée d'un changement de dimension avec un formidable gisement pétro-gazier. Le Nigeria en découvre tous les jours, l'Angola, le Mozambique. Donc, c'est la même problématique aussi pour les pays africains. Alors, comment on en sort? Alors, oui, je pense que les pays africains ne vont pas sacrifier leur développement sur l'autel de la préservation de l'environnement. Parce que, après tout, si on préserve l'environnement, c'est bien pour l'homme, n'est-ce pas? Donc, il faut que, c'est parce qu'on craint les nuisances que un climat dégradé pourrait faire peser sur la vie humaine qu'on essaie de lutter contre. Donc, sacrifier des vies, parce que la pauvreté tue, sacrifier des vies au motif qu'on voudrait sauver la planète, ça me paraît raisonnement fallacieux, parce que précisément on sauve la planète pour la vie humaine. Donc, je pense que ces pays ont tout à fait droit de penser à exploiter au mieux leurs ressources, comme tous les pays le font en réalité, ou à être rémunérés pour garder ces ressources dans le sol, dans le sous-sol, si on veut. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ces pays ont le droit aussi de se développer. Et je pense que pour ces pays aussi, ce qui est important, et ça c'est ce que je ne vois pas beaucoup, c'est au fond le travail de recherche stratégique, des études stratégiques sur, concrètement, typiquement pour le Bénin, qu'est-ce que ça signifie évoluer dans un monde à plus de 2 degrés Celsius? Voilà, c'est-à-dire que
c'est de vrais sujets stratégiques qui doivent même être portés en fait, au niveau de la présidence. Qu'on anticipe les différents scénarios, même le pire. Oui, mais justement, il faut comment dire, faire ce travail-là et évaluer qu'est-ce que ça coûte en termes d'adaptation à cette situation. Parce que, par exemple, on prend le Sahel. Il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup. Vous savez que le Sahel a été climatiquement sinistré, si je puis dire, dans les années 80. La grande sécheresse des années 80. Mais aujourd'hui, la zone enregistre depuis des pluies abondantes. Et en fait, ça fait partie des régions qui, alors avec de gros guillemets, bénéficient du changement climatique. Parce que quand on dit le changement climatique, ça va créer des dommages pour les uns et ça va peut-être créer des avantages pour d'autres. C'est le climat qui se dérègle. Les pays du Sahel, qui sont traditionnellement connus pour leurs défis climatiques et leurs difficultés agricoles, mais vous avez vu les dernières annonces. En mai dernier, le ministre malien de l'Agriculture a annoncé que la récolte de céréales pour 2023-2024 devrait dépasser celle de l'année précédente de 6%. Le Mali exportant désormais 10 à 15% de ses céréales vers les pays voisins. Le Niger, prenons le Niger. Le Niger a connu une hausse record de 69% de la production céréalière en 2022 par rapport à l'année précédente. Donc, si vous voulez, là aussi, et ça s'explique très bien, hein, il y a des hydrologues tels que Luc Descroix, que je lis beaucoup, et qui expliquent le fait que, comment dire, que le changement climatique pourrait en fait favoriser l'agriculture dans le Sahel. Pourquoi? Parce que les terres ont tendance à se réchauffer à un rythme plus rapide que celui de l'eau, ce qui est le cas dans le golfe de Guinée. Mais pour le Sahel, ce qui va se passer, c'est que l'air surchauffé du Sahel va monter, donc aspirant vers l'intérieur des terres, des masses d'air océanique relativement fraîches, et qui va charger tout ça d'humidité. Et donc on se retrouve finalement avec une zone qui il va y avoir un boom agricole incroyable dans le Sahel, à cause ou grâce, si on veut, du changement climatique. À cause du changement climatique. Donc, c'est cette étude stratégique qu'il faut pour nos pays. Concrètement, voilà, le Niger, dans un monde avec un changement climatique plus 2 degrés, plus 3 degrés Celsius, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quels sont les dangers les plus probables? Et quelles sont les mitigations? Et s'il y a des avantages, oui. Commencer à mettre en place des politiques pour tirer le maximum de ces avantages. Donc, voilà, vous voyez, il y a du boulot. Quoi. Il y a du boulot. Je voudrais partir sur ça. Il y a vraiment du boulot. Les seules actions que nous voyons aujourd'hui en faveur de la protection de l'environnement ou bien de la nature, en tout cas, ce que moi je vois, c'est de jeter par les sachets, c'est les pancartes, c'est les petites ONG parce qu'elles ont obtenu des finances. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'environnement est devenu un business. Il suffit juste d'écrire un petit projet pour bénéficier de financement de telles structures. Et donc, ça ne se résume qu'à sensibiliser sur l'usage des batteries. Pas d'action concrète. Et parce qu'il n'y a pas d'action concrète, justement au niveau de l'État central, on ne voit pas l'environnement comme une priorité, et comme le dirait l'autre, la priorité des priorités. Vous allez sous d'autres, vous verrez des études qui se font systématiquement dans tous les domaines, sur tous les aspects, l'usage des engrais, le réchauffement climatique et beaucoup d'autres points. Ce à quoi nous ne sommes pas confrontés ici, ce à quoi nous ne nous adonnons pas. Et aussi, quand vous abordez les gisements pétro-gaziers que les États africains ont découvert ou exploitent, mais on leur complique l'exploitation de ces gisements. Parce qu'aujourd'hui, pour obtenir du financement,
pour l'exploitation des gisements pétroliers ou gaziers, c'est compliqué. Quand c'est du renouvelable, d'accord, les bailleurs sont disponibles, les partenaires sont disponibles, mais quand il s'agit du développement des énergies fossiles, c'est compliqué d'avoir du financement. C'est comme si nous nous retrouvons entre le marteau et l'enclume, nous subissons les affres du changement climatique sans pour autant, il a dit historiquement, c'est prouvé, sans pour autant en être l'auteur. On n'a pas de compensation et au moment d'exploiter nos gisements pour pouvoir espérer un tant soit peu le développement, on nous dit ben non, arrêtez, il faut protéger l'environnement. Mais de l'autre côté, on continue toujours d'exploiter et c'est là où le bas blesse et on se demande à quand la fin parce que ça horrifie. Quelque part, on est remonté. Moi, je suis remonté, mais je me dis de quel levier disposons-nous? Et ça reste l'éternelle question. Julio? La pauvreté tue. Lorsque le climat. Oui, voilà. Lorsque j'écoute Joseph Koboulé, j'ai envie de dire bon, il faut ranger cette affaire de COP là. Oui. Il faut ranger cette affaire de COP parce que en fait la démonstration qu'il a faite, c'est que en fait autant en fait le réchauffement climatique et tout ce qui va avec, autant c'est nuisible pour certains pays, autant ça va à l'avantage d'autres pays. Il a donné le cas des pays du Sahel. Mais le drame est plus important que le bénéfice. Avec en fait les énergies fossiles pour ce que nous sommes en train de découvrir sur le plan africain, il y a de se poser la question, c'est une réelle problématique en ce sens que voilà en fait ce qui concerne ce qui c'est en fait véritablement une richesse, mais une richesse dont l'exploitation peut être nuisible, sinon c'est prouvé que c'est nuisible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, comme il le dit, autant le climat tue, autant la pauvreté tue, qu'est-ce qu'il faut? Je prendrai simplement, en fait, la philosophie. La troisième partie de cette démonstration, autant la pauvreté tue, autant le climat tue, mais on sauve le climat pour que les hommes y vivent. Justement, c'est pourquoi, comme je disais tantôt, laissez-moi finir. Les défenseurs de l'environnement disent autant retourner à l'état nature. Oui, bon, certains. Autant retourner. Ils sont pas tous aussi. On demande à ces environnementalistes de laisser leur téléphone portable, ordinateur. Ils seront d'accord. Autant retourner à l'état nature. Retournons vers le jardin d'Éden. Autant retourner à l'état nature. Parce que selon eux, la nature nourrit toujours ses fils d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, on ne peut pas continuer en fait à s'exposer à la menace climatique. En fait, c'est quoi? Moi, je dirais que la faim ne tue pas autant que le climat peut tuer, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, sinon, si je tiens compte des éléments d'argument de Joseph Koboulé, il faut ranger complètement cette affaire de COP parce que, en fait, à l'orée, c'est qu'on ne peut pas abandonner ce qui est source de richesse, d'accord, en cherchant à préserver la nature, alors que la nature a subsisté avant toute chose, avant toute richesse. C'est la nature elle-même qui offre en fait les richesses. Et pour voir un peu, vous l'auriez constaté. La nature qui offre les richesses, donc le sous-sol également. Voilà, vous l'auriez constaté. Vous savez, les pays qu'on a cités tout à l'heure, dans Côte d'Ivoire, l'éternel Nigeria, on savait, vous l'auriez constaté que il y a un problème de gouvernance autour. En fait, c'est l'autre problème, ça. C'est pourquoi moi, je ne suis pas frileux, même si vous entendez certains bénévoles vous dire, bon, si on découvrait même ça chez nous, est-ce que c'est à notre avantage ou pas de cette manière? Parce que, en fait, il y a une question de gouvernance qui fait que, lorsqu'on le découvre chez vous, ça devient beaucoup plus un problème pour vous, en fait, qu'un agentage substantiel. Vous savez, ça a voulu faire basculer le régime nigérian, entre-temps, d'une certaine façon, parce que ça a créé même, en fait, des CCS, ça a failli créer des CCS, parce que les gens estiment que, plus proche on exploite, ça crée des nuisances en fait climatiques, en fait environnementales, mais les avantages issus de l'exploitation sont pour d'autres centres urbains. Donc à partir de ce moment-là, c'est pourquoi je parlais de question de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait d'une certaine façon? L'autre problème aujourd'hui, c'est que vous l'auriez constaté, autant on découvre en fait ces énergies fossiles-là, autant en fait ces matières coûtent davantage. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. C'est en fait c'est quoi? L'investissement. Aujourd'hui, il est avéré que à cause en fait de cette politique environnementale, en fait il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'investissement
dans le développement en fait des ressources ou bien des matières fossiles. Donc à partir de ce moment-là, le produit vous l'avez, d'accord, vous l'avez cher. Donc l'exploitation revient cher, vous l'avez cher et votre produit finalement n'est pas compétitif sur le marché. Et ceux qui en même temps mettent en place ces politiques et qui ont les plus gros gisements, d'accord, savent comment financer, comment investir pour que à leur niveau en fait le produit fini soit toujours en fait moins cher et qui fait que quoi que nous fassions, des études ont montré que des fois le coût d'exploitation égale en fait le coût d'écoulement. Ça veut dire à partir de ce moment-là, les États africains ne gagnent pas grand-chose dans cette affaire-là. Disons la vérité, les États africains ne gagnent pas grand-chose dans cette affaire-là parce que on a mis des blocus, mais en même temps qu'on a mis des blocus, ça dit quoi? Sur les autres plans, c'est vrai que en fait les assiettes en termes de recettes ne sont pas les mêmes, mais les autres ont la capacité en fait de financer véritablement leur exploitation à coût réduit, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Et donc, moi j'estime en fait aujourd'hui que ça ne doit pas être le fait qu'on soit en train de découvrir en fait des gisements de ci, de là. Pour moi, c'est un risque en fait. C'est un risque parce que nous serons, comme vous le dites, nous serons pour dire en fait ça va permettre le développement pour nourrir l'homme, mais en vérité, je parlais tantôt de la question de gouvernance et de la question précise de la rentabilité en fait de cette exploitation aujourd'hui qui continue de poser problème parce que vous le remarquerez, ça n'a pas grand impact, d'accord, dans le quotidien, dans le développement que doit connaître en fait ces actions-là. Quand ça vient, on est d'accord, on est content, mais aussi que en fait, ça finit par créer d'autres crises sociaux, économiques ou sociopolitiques dans les pays où, comment dire, ce qui vient comme une manne, comme une richesse, devient en fait une menace pour tout le monde. Je reconnais tout à fait, je partage ton analyse que quand on découvre ces gisements-là, après il y a des problèmes sociaux, politiques qui surviennent, mais en réalité, cela n'est pas du fait des Africains. Il faut pas occulter. Ce sont des mains invisibles qui incitent. Bon, pas du seul fait des Africains. Non, ce n'est pas le seul fait. Non, il faut qui sont ceux qui exploitent ces gisements? Pour ceux que nous avons connus par le passé, mais c'est des entreprises étrangères. Parce que nous n'avons pas la technique. Nous n'avons pas le matériel. Et quand les chiffres sont sortis récemment en ce qui concerne le Niger et d'autres pays, mais à plus de 70% finalement, c'est des étrangers qui profitent du gisement. C'est vrai que les Africains, il y a la corruption, il y a pas mal, il y a le détournement, on n'en disconvient pas, mais cela n'est pas, il y a des causes également exogènes et j'estime que les causes exogènes sont plus quand même importantes que les causes endogènes que vous venez de dénoncer. Cela ne devrait pas nous amener à nous détourner de cela. Parce que justement, la demande de pétrole et du gaz ne va jamais cesser de s'accentuer. Et les seuls vers qui nous allons nous tourner pour nous en acquérir, ben, ce sont les mêmes parce qu'ils continuent toujours d'investir. Non pas parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont la volonté de le faire. Donc c'est la volonté de nous accompagner qui pose problème. Et là, je mets également les Africains devant le fait accompli. Nous n'avons pas la solidarité. Il y a cette solidarité-là qui manque. Si l'Afrique pouvait parler d'une voix unique, et c'est l'éternel recommencement, je crois que nous avons bel et bien la possibilité d'aller au-delà de ces blocages-là et de pouvoir quand même tirer notre épingle du jeu. Sofoni Tchad Kaboulé, pour finir sur cette question, est-ce que le tout ne revient pas à une question de financement? Trouver l'argent le plus facilement possible, un taux d'intérêt compétitif et pouvoir investir. Le financement de l'adaptation tel qu'on le présente, est-ce que ça ne revient simplement qu'à ça, trouver le financement? Oui, la question du financement se pose en matière d'adaptation pour une raison au fond assez simple. C'est que, quels que soient les efforts en matière de réduction de CO2, on va déjà sur le scénario de plus de degrés. Bon. De deux choses l'une. Soit les pays industrialisés aujourd'hui, donc les pays riches, reconnaissent leur responsabilité historique et donc agissent pour rétablir une sorte de justice climatique en finançant massivement l'adaptation dans les pays en voie de développement, ou alors trouver des mécanismes pour abaisser le coût du financement pour les pays en voie de développement. Ça peut passer par des guichets
des guichets spéciaux à la Banque mondiale, pardon, au FMI, ça peut passer par comment dire, des canaux spécifiques dans le véhicule des aides au développement. Ça peut prendre toutes sortes de... Ça peut prendre, en fait, tout un tas de formes, je voulais dire. Donc, oui, la question de financement se pose, mais enfin, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Voilà, je reste avec vous pour introduire le second sujet. Le gouvernement vient de lancer via Semen City un nouveau dispositif d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, le service RISE, qui est une sorte d'appui technique et financier, une combinaison d'un accompagnement technique et financier au bénéfice des petites et moyennes entreprises pour les accompagner dans leur développement, étoffer quelque peu l'écosystème des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? On en découvre à peine effectivement les premières lignes de ce programme. En attendant d'en savoir plus, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire? Oui, effectivement, j'ai appris comme vous dans la presse le lancement du dispositif RISE, qui au fond est un dispositif pour accompagner la croissance des PME au Bénin, à la fois avec un appui financier, mais aussi un appui technique. Et alors, l'appui financier, ça concerne que l'acquisition d'actifs immatériels et la prise en charge de certaines prestations de services, études de marché, etc. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut profiter de ce dispositif pour acheter des équipements, eh bien, ça ne marche pas. Alors, ceci dit, il y a tout un tas de prérequis quand même, hein, quand on est PME. D'abord, il faut être un PME qui fait un chiffre d'affaires minimum de 15 millions de francs CFA, et il faut être une PME qui ne fait pas plus de 500 millions de francs CFA en termes de chiffre d'affaires. Et puis, ce n'est pas tous les secteurs qui sont concernés. Il y a des secteurs bien ciblés. Et encore, pour tous les besoins exprimés par les PME, il faudrait qu'ils aient la capacité de financer au moins 20% du besoin. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de règles qui du coup, éliminent certaines petites ou moyennes entreprises de ce dispositif. Moi, je voudrais qu'on imagine un dispositif RISE à nous, que je voudrais vous proposer. Un projet RISE pourrait être la baisse des impôts sur les petites et moyennes entreprises. Ça me paraît être plus efficace parce que, ça permettrait de ne pas... Parce qu'avec un dispositif comme ça, il faut avoir tout un personnel pour à la fois recueillir les candidatures des PME, faire le tri. Donc, on crée encore tout un tas d'emplois sans valeur ajoutée. Et en fait, ce qui va se passer... Bon, on peut se douter que Semen City soit équipé pour ça. Vous ne dites pas, vous n'êtes pas en train de suggérer qu'il y a du pantouflage de ce côté-là. Non, mais très bien. Ils sont peut-être très équipés pour ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une mesure beaucoup plus simple. Moi, j'ai un projet RISE, c'est la baisse des impôts sur les PME. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins exclusif. Parce que là, si tu es une PME, tu fais 14 millions d'euros, 14 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, ben, tu n'es pas concerné. Alors que si on fait une baisse d'impôts, tu es concerné. Donc, je trouve qu'il y a un projet RISE plus simple qui ne demande pas qui ne demande pas de faire de la dépense publique, mais enfin
c'est vrai que ça ne fait pas la une des journaux et ça ne permet pas de faire des photos officielles. Mon projet réaliste. Oui, on sent. Votre commentaire est bien orienté, Julio Tometi. Oui, il va finir par créer son projet. Son projet réaliste. Comme il le dit, non, il ne faut pas. Sur la question fiscale, vous connaissez un peu ma position et je ne pense pas que le gouvernement soit dans une option, que ça soit dans ce sens-là. Ici, de quoi il est question, en fait, il s'agit, comme il le dit, des PME, d'accord, et des entreprises innovantes à fort potentiel, d'une certaine façon. Donc, c'est pour dire, en fait, c'est de booster, en fait, quelque peu les entreprises qui ont déjà, on ne dira pas forcément pignon sur rue, mais qui sont déjà dans l'adaptation, en fait, par rapport au domaine de compétences dans lequel ils sont. Ici, de quoi il est question? Il est question de le booster. Booster en quoi? C'est d'ajouter deux éléments qu'ils ont appelés, des valeurs, immatérielles. Il s'agit d'accompagner, en fait, ces entreprises à accéder à la labellisation, la certification et les brevets sur les produits. Vous savez que c'est des choses qui ne courent pas dans notre environnement. Donc, en fait, c'est une manière, en fait, de rendre, en fait, les entreprises assez compétitives, d'accord, pour que nous quittons, en fait, les pratiques quotidiennes dans lesquelles nous sommes empêtrés. Au-delà de ça, c'est, en fait, les accompagnements en termes de prestations, d'accord, études de marché, on va se demander, les entreprises, généralement, en fait, les promoteurs, les trucs là, ils s'asseyent, ils réfléchissent, en fait, mettent à leur disposition, en fait, les compétences d'une certaine façon pour études de marché, pour les plans d'affaires. Vous savez que c'est un gros problème pour les gens, pour les plans d'affaires. Les plans d'affaires chez nous se résument à combien j'ai, où je peux y aller, ainsi de suite. Mais véritablement, un plan d'affaires qui pourra, en fait, faire lever, en fait, de financement au niveau des banques et d'autres institutions, on en a très peu. Et ensuite, c'est l'accompagnement en termes d'assistance comptable et juridique, d'accord? Donc, pour que, en fait, nous soyons véritablement dans le professionnalisme au-delà, en fait, de ce que nous avons l'habitude de faire. Et je le disais tantôt, pour paraphraser quelqu'un, il dit, donc peut-être des gens comme nous, on peut être même recrutés d'une certaine façon pour accompagner, en fait, ces jeunes entreprises à davantage, en fait, se positionner au-delà, même s'il le faut, sur le plan régional, parce que ils auraient été porteurs de projets, ils auraient été porteurs, en fait, de prestations, de produits qui, visiblement, dépasseront à cause, en fait, du label ou des éléments d'acquisition aujourd'hui permettent, en fait, de peser, en fait, sur le marché au-delà de nos frontières. Donc, c'est quelque peu, parce que on le disait bien, en fait, vous savez, cette affaire de Semen City, c'est pas une affaire, c'est de la création, de la production qui sortira. Donc, il faut que cela soit le plus encadré possible pour que la valeur ajoutée qui sied à ce qui sera sorti puisse vraiment être compétitif et qui puisse donner la rentabilité nécessaire. Donc, je dis, en fait, les gouvernants font leur choix. Les gouvernants font leur choix. On peut faire l'accompagnement sur plusieurs domaines, mais le gouvernement choisit un pan, d'accord? Peut-être que après, en tenant compte de contexte, ça peut changer. Il dit que, en fait, ce n'est pas de recettes. En fait, quand on fait, en fait, une réduction d'impôts, c'est des recettes. Parce que, en fait, il faut le dire, c'est de se priver. Vous ne sortez pas de l'argent, mais vous vous privez, en fait, d'encaisser, ou bien de tout. Non, vous vous privez, en fait, d'encaisser. À partir de ce moment-là, c'est, d'une certaine façon, c'est de l'argent sorti. Quand bien même ce n'est pas sorti, ce qui devait rentrer n'est pas rentré. Donc, les politiques, en tenant compte du contexte et de leurs orientations, et aussi, en fait, de eux-mêmes, leur perspective, comment ils envisagent les choses, choisissent leurs options. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, ne serait-ce que petitement pour pousser, en fait, davantage ce qui est en train d'être fait, il faut saluer et continuer à espérer que davantage ça s'ouvre, en fait, sur d'autres plans. Voilà. Vous savez, moi, je ne partage pas du tout l'analyse très bien déroulée de mon cher Julio. Non, moi, je ne partage pas ça. Je rejoins plutôt Giette parce que immédiatement, quand moi j'ai lu cela, j'ai appris, je me suis dit, bon, écoutez, les gens ont vu le bilan de fin de mandat, les gens ont envie d'étoffer plus leur bilan de mi-parcours, puisque il a dit, il a parlé de plan comptable. J'estime qu'on a dépassé ce niveau pour la catégorisation qui a été faite des PME invitées ou bien cibles de
cette affaire-là, ben, je crois qu'ils ont dépassé cela. D'accord, on a parlé de labellisation, on pourrait applaudir, mais pour que le produit ne soit présenté à la labellisation, il faut un long parcours. Il faut d'abord que l'entreprise petite ou moyenne ait les coudées plus franches. Pour moi, la première question, c'est la fiscalité. D'abord, c'est ce dont les PME ont besoin aujourd'hui. Et après, le reste, on en parlera. Quand on dit que c'est des filières plus porteuses, pourquoi? Il y en a qui souffrent de cette fiscalité-là et qui peinent à sortir de la tête de l'ornière et qui ont vraiment besoin d'un peu d'accompagnement pour également hisser leur catégorie ou leur secteur à ce qu'on appelle aujourd'hui des secteurs porteurs ou des filières porteuses. Donc, c'est encore une fois de plus une initiative. Donc pour vous aussi, il faut de la fiscalité. Pour vous, il faut agir sur la fiscalité. Il faut agir sur la fiscalité. Pour moi, il faut... Écoutez, vous êtes journaliste, faites de l'investigation, questionnez un peu les responsables des PME, des PME, et vous entendrez. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est ça. Quand on a peur, certains ont même peur aujourd'hui de s'engager dans un certain nombre de choses au regard de tout ce qui existe. Ça fait peur. Donc, parler d'accompagnement, il faut d'abord exister, il faut suivre avant de bénéficier de l'accompagnement. Voilà. Souni Jad Kabouré, pour finir sur cette question, en termes d'impact, quand vous parlez de votre propre projet RISE, en termes d'impact, quel serait le coût et quand vous parlez d'abattement fiscal, quel pourrait en être effectivement l'impact? Oui. Ben d'abord, je voudrais dire quelque chose. Vous savez que le rêve ultime de tout bureaucrate, c'est de distribuer le ticket de rationnement. C'est-à-dire que il y a deux façons. Vous voyez, on a une belle idée, accompagner les PME. Ça, c'est une belle idée. Maintenant, vous avez deux façons de faire. Soit vous dites, bon, pour accompagner le PME, ben, je lui prends son argent en tant qu'État, et après, je crée une agence où je crée un projet qui va lui permettre de, au fond, se financer, pour financer ses actifs immatériels, etc. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux de lui laisser déjà son argent? Donc en fait, c'est peut-être un raisonnement de béotien, mais je veux simplement dire que ce dont tu as besoin, encore une fois, les entreprises, c'est qu'on les laisse tranquilles. Vous savez, il y a des amateurs qui sont venus voir Louis XVI, de ceux qui sont venus voir Louis XVI et qui leur dit, et quand ils sont arrivés, le roi leur a dit, ah mais vous subissez maintenant la concurrence des Anglais. Que puis-je faire pour vous? Et le porte-parole des amateurs dit, sire, surtout ne faites rien, vous nous avez assez aidés. C'est-à-dire qu'il faut simplement laisser les entreprises vivre. Julio, pour finir. Non, pour parler de la fiscalité, peut-être que vous allez réserver un plateau spécial. Pour la fiscalité des PME. Oui, il faut d'abord interroger quel est l'état aujourd'hui de la fiscalité des PME. Je pense qu'en fait, nous avons, je ne peux pas dire l'une des conditions les plus reluisantes, mais en fait, ça ne, comment dire, ce n'est pas un couteau sur la gorge. Quand on dit il faut les laisser tranquilles, c'est comme si les PME sont pressurés. Non, l'état de la fiscalité actuelle au Bénin, d'abord, ça n'a pas évolué depuis 6 ans. Donc, il faut l'interroger pour savoir quel est l'état, ce qu'il en est, avant de voir quelles sont les actions, en fait, ce qu'on peut préconiser en ce sens-là. Je n'ai pas le sentiment, en ce qui me concerne, en fait, que les PME sont pressurés en fait en ce qui concerne le truc là. Ce qui est, il faut le remarquer, je l'ai toujours signifié, c'est que nous avons une propension, d'accord, à ne pas faire les choses comme il le faut ou à fuir en fait nos obligations fiscales. Ce qui a été fait depuis 6 ans, c'est de travailler à élargir, à répertorier, à élargir l'assiette fiscale en cette matière-là. Donc, c'est pour en fait rétablir une justice fiscale ou une équité fiscale, c'est ce qui se fait. Donc,
pour en fait parler dans ce sens, il faut d'abord interroger l'État pour se demander est-ce qu'aujourd'hui les PME sont les plus pressurés en termes fiscaux. Je n'ai pas ça mérite un plateau. Il faut qu'on ait le jeu. Merci. Sofoni Jaël Kabouré, une minute. Je veux rajouter très rapidement que ce que je dis est totalement su de tout le monde et même au plus haut niveau de l'État. Parce qu'il se trouve que cette leçon est appliquée dans une zone qu'on appelle Glodic Bay. On a compris qu'il faut une fiscalité raisonnable ou même une absence de fiscalité pour que les entreprises se développent. On va revenir là-dessus, c'est une question importante, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Merci à vous, Pasteur Agossou. Je rappelle que vous êtes enseignant, analyste, enseignant, philosophe politique. Sofoni Jaël Kabouré, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Julio Tometti, juriste, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé et fiscaliste par moment. Non, on en reparlera bientôt. Et merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre page YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct et retrouver quelques séquences sur notre compte X Télé Live. Merci de nous avoir suivis.